Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un cours sur la motricité, donc en neuroanatomie. Pour ça on va diviser le cours en 3 parties. On va commencer par la motricité réflexe. Alors à savoir que la motricité réflexe est la première à apparaître dans l'évolution. C'est la réponse à une information sensitive et donc elle va remonter seulement jusqu'à la moelle épinière, c'est-à-dire qu'on va pas avoir conscience, on va pas choisir d'avoir un réflexe puisque ça ne remonte pas jusqu'à l'encéphale, donc voilà, ça s'arrête juste à la moelle. C'est une réaction assez rapide. Donc du coup pour explorer cette motricité réflexe, on va se servir du réflexe ostéotendineux. Donc concrètement c'est quoi ? C'est quand on va chez le médecin et que le médecin nous tape donc du coup sur le tendon quadricipital au niveau du genou. Donc du coup qu'est-ce qui va se passer ? Au moment où on va taper, donc on va étirer le tendon. On va donc du coup venir étirer le tendon ici. Le but c'est pas en fait d'étirer le tendon directement, c'est bien venir d'étirer le muscle parce qu'en fait si on tape sur le muscle ça va juste être tout mou, ça va rien faire, donc du coup voilà c'est le moyen de vérifier que ça fonctionne. Donc du coup en venant étirer le muscle, qu'est-ce qui va se passer en fait, c'est qu'il y a des fibres qui sont entourées autour du fuseau neuromusculaire et quand ça va étirer le muscle en fait ça va étirer ces fibres donc qui vont être stimulées. Une fois qu'elles sont stimulées, elles vont remonter au niveau de la corne grise dorsale, donc dans la moelle épinière. Et elles vont repartir directement en fait par la voie finale motrice commune. Et donc du coup cette voie motrice finale commune, c'est bien le deuxième motoneurone de la motricité. Et enfin donc du coup cette voie finale motrice commune va venir innerver des fibres du muscle et ça va faire une contraction réflexe. Le but c'est quoi en fait, c'est qu'on arrête l'étirement du muscle pour pas venir l'abîmer, donc du coup la contraction ça va faire une sorte d'homéostasie en fait pour garder une taille musculaire normale et donc voilà de pas abîmer le muscle, donc tout est bien pensé. Ensuite on va donc parler de la motricité automatique, donc qui arrive après la motricité réflexe dans l'évolution. Donc elle, son but ça va être d'habiller la motricité volontaire, donc pour lui donner une certaine fluidité de mouvement. Donc on va avoir les corps striés qui correspondent donc au striatum, donc le noyau codé plus le putamen. Et donc du coup les corps striés vont venir organiser le mouvement dans l'espace. On a aussi le néocérébellum, donc la dernière partie du cervelet qui arrive dans l'évolution, qui va venir donc du coup organiser le mouvement dans le temps. Et on a d'autres noyaux, donc à savoir que les corps striés c'est au niveau du cerveau vraiment haut, et après le néocérébellum au niveau du cervelet et au niveau du tronc cérébral, donc on a plusieurs noyaux dont on va parler. Donc je vous ai fait un beau schéma donc d'un tronc cérébral. Donc d'abord on a le noyau rouge, donc qui se trouve au niveau du mésencéphale, donc il est à peu près là, c'est un des plus gros. Donc ça c'est le noyau rouge qui va donner le faisceau rubrospinal, donc du coup ça peut vous aider, ça doit retenir les noms donc, du coup des faisceaux. Donc le faisceau rubrospinal qui descend hop comme ça, voilà. Après on a les noyaux tectaux donc qui sont toujours au niveau du mésencéphale, donc hop on a deux faisceaux pour les noyaux tectaux, hop qui descendent comme ça. Hop, les deux descendent pareil. Donc ça, c'est pour le faisceau tectospinal. Ensuite, on a le noyau vestibulaire. Donc le noyau vestibulaire qui est au niveau du pont. Hop, ici, qui descend, hop, pareillement. Voilà. Ensuite, on a le noyau olivaire ou olive bulbaire, comme son nom l'indique, qui se trouve au niveau donc, du bulbe. Donc il y a une forme un petit peu caractéristique. Hop, comme ça. Qui descend aussi. Et enfin on a la formation réticulée qui se trouve ici, donc tout le long du tronc cérébral, et donc du coup qui descend aussi. Donc il faut savoir que tous ces faisceaux vont venir dans la moelle épinière, donc entourer la motricité volontaire, donc du coup c'est-à-dire qu'ils vont entourer le tractus corticospinal, donc qui représente bien la motricité volontaire, donc on le verra dans la troisième partie du cours, et donc du coup ils permettent en effet d'accompagner le mouvement, donc pour rendre tout ça fluide, parce que sinon on ne saurait pas par exemple dans l'espace où arrêter nos mouvements, ou alors dans le temps on ne saurait pas organiser nos mouvements. Donc pour finir, on va parler de la motricité volontaire. Donc du coup c'est la plus élaborée des trois, c'est celle qui nous permet de décider de faire un mouvement en fait.
Donc c'est bien une motricité donc, qui a 2 neurones, et dans cette motricité donc, on a aussi une somatotopie, donc comme vous avez vu pour la sensibilité, donc du coup en interne ici c'est le membre pelvien, donc le membre inférieur, la jambe, enfin jambes, cuisses, tout ça. Ici on a le tronc, ensuite le membre supérieur, la main qui occupe quand même un large territoire, et ici la face. Donc du coup la face dans une autre couleur parce que ça va être en rapport avec un faisceau bien particulier. Donc on va commencer par le fameux tractus corticospinal. Le tractus corticospinal, ça concerne les membres et le tronc. Donc du coup ils ont une forme, donc du coup le protoneurone se trouve donc bien dans le cortex, et ils ont une forme pyramidale. Ils ont une forme pyramidale, c'est pour ça que pour la motricité volontaire on parle bien de voie pyramidale. Donc ils vont partir donc, du cortex, hop, ici, un peu de partout, voilà. Et ils vont passer donc ici entre le thalamus d'un côté et le noyau caudé, et de l'autre côté le noyau lenticulaire, donc c'est ce qu'on appelle la capsule interne. Donc la capsule interne. Ensuite ils vont se retrouver donc dans la partie ventrale du mésencéphale, donc bien dans la partie ventrale en antérieur. Et au niveau du pont, faut bien retenir que les fibres vont s'écarter, donc elles vont un peu s'éclater comme ça. Parce qu'en fait c'est dû aux fibres transversales que vous avez dû voir sur les schémas un peu plus anatomiques et moins fonctionnels donc du coup du pont. Donc on voit qu'il y a des fibres qui partent un peu donc transversalement, qui vont écarter donc du coup ces fibres du tractus corticospinal. Et donc ensuite ça va descendre dans la moelle allongée. Et alors ici dans la moelle allongée, donc dans la partie basse, donc soit les fibres vont aller en direct, hop, donc non, elles vont rester du même côté, elles ne vont pas décusser, et elles vont hop, comme ça aller, on voit plus, hop, elles vont aller comme ça, donc du coup dans la corne grise antérieure, elles vont aller faire synapse avec le deuxième neurone, donc qui repart comme ceci. Et donc ça concerne 20% des fibres, et donc du coup c'est le tractus corticospinal direct. Et sinon, dans la partie basse de la moelle allongée, vous avez dû voir que sur une vue ventrale, on a un sillon en fait qui est un petit peu effacé, et c'est dû donc du coup à la décussation des fibres ici, donc ça décusse. On a un sillon en fait qui est un petit peu effacé, et c'est dû donc du coup à la décussation des fibres ici, donc ça décusse bien, donc pour 80% des fibres. Et donc du coup, hop, elles vont aller ici, faire synapse avec le deuxième neurone. Donc du coup à bien retenir que le tractus donc direct ici va rester le long du sillon ventral médial, alors que le croisé donc du coup va aller dans le cordon blanc latéral, donc ici. Elles se retrouvent toutes les deux dans la corne antérieure pour faire repartir le deuxième neurone. Donc bien noter que le croisé c'est 80% des fibres. Hop. Voilà. Ensuite, on a aussi pour l'exploration du tractus corticospinal, donc on a ce qu'on appelle le signe de Babinski. Donc le signe de Babinski, en fait on va venir donc avec une petite pointe, donc du coup sous le pied, on va partir du 5e métatarsien et on va remonter comme ça et aller jusque donc du coup au 1er métatarsien, et en fait on va avoir donc du coup il n'y a pas de problème, on va avoir une flexion de l'hallux, et en revanche s'il y a un problème, donc du coup ça va être un signe positif. Dans le signe de Babinski, ce qu'on appelle une extension lente et majestueuse de l'hallux, donc ce qui est un problème avec le premier motoneurone de la voie corticospinale, donc celui ici qui fait tout le long ici, cortex, tronc cérébral jusqu'à la moelle. Voilà, ensuite on a aussi donc le tractus corticonucléaire, donc du coup lui qui s'occupe de la tête et du cou. Donc il part d'ici, pareil, donc du coup on part du cortex. Hop, ensuite il continue, et en fait lui au niveau du tronc cérébral, donc tout le long du tronc cérébral on a les noyaux des nerfs crâniens. Donc du coup les noyaux des nerfs crâniens, il va venir décusser, en fait lui il décusse forcément. Hop, et voilà, donc tout décusse. Donc les nerfs crâniens qui sont concernés c'est le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 9, le 10, le 11 et le 12. Et donc voilà, ça c'est pour le contrôle donc de la tête et du cou.
Et faut bien retenir ici donc, que les fibres les plus basses dans le cortex, donc ici celles de la face, au niveau de la capsule interne, ça va être les plus internes, et alors que celles qui sont les plus hautes, donc celles du membre pelvien, dans la capsule interne, vont se retrouver les plus postérieures. Voilà, donc du coup ça c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la motricité volontaire, donc en fait c'est pas si compliqué si on s'y plonge. J'espère que tout a été clair et je vous souhaite plein de courage donc, pour la fin du semestre.